Meilleur. Allez, c'est parti. On enregistre. Tac. Bonjour à tous pour cette nouvelle année 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, ce que je disais à Tanguy tout à l'heure au téléphone et puis à ma responsable communication à Sarah, euh, on n'est pas beaucoup encore ce matin. Bon, je pense que c'est lié au démarrage. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne seront pas présents parce que déjà autour de nous, même chez Radical Fitness et en dehors, il y a beaucoup de gens qui sont contaminés, qui sont en quarantaine. C'est vrai que le télétravail et le fait de faire une visio comme ça permet d'être là, mais il y a quand même beaucoup d'absents. Il y a toujours quelque chose qui bloque les choses. Peu importe, on va quand même démarrer cette nouvelle année par ce premier webinaire qui va être conduit par Tanguy David de InTeam Développement, qui a déjà intervenu à, je crois, 2 reprises. C'est bien ça. Donc là, ça va être C'est sa ça. deuxième reprise sur une thématique qui va vous expliquer, qui peut être aussi très intéressante. De toute façon, tout est bon à prendre. Il y a ici présent des gens qui nous suivent depuis des mois, puisqu'on est à plus de 40 webinaires. La petite information, c'est que l'information du jour, c'est que vous avez peut-être reçu un mail. Nous allons continuer nos webinaires, mais seulement sur une fréquence du premier vendredi de chaque mois. Voilà. Donc, sur ce, je vais laisser la main tout de suite à Tanguy qui va se représenter et puis démarrer ce webinaire sur une thématique qui est vraiment intéressante. Tanguy, je te Bonjour à remercie tous. d'être présent et puis je te laisse la main. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Alors pour certains, on s'est déjà vu, effectivement, on a déjà échangé, que ce soit Ahmed, que ce soit Yvan, etc., dans différents contextes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président fondateur de la société InTeam Développement, qui est spécialisée dans la conception de salles de sport, d'espaces formes. Alors on a beaucoup de cibles, dont les salles de fitness. Et on est distributeur France et Monaco des marques Nautilus, StarTrack, Schwinn, Stairmaster et Throwdown. Également partenaire d'autres marques parce qu'on fait du sur-mesure, donc on va vraiment apporter dans nos concepts et dans les dossiers sur lesquels on travaille les équipements nécessaires et qui vont correspondre effectivement au concept que vous mettez en place. Mais ça va de l'équipement, ça passe par les services comme Radical Fitness, bien entendu, que je remercie une nouvelle fois, mais également, ça peut être du sol sportif, ça peut être du média, ça peut être du contrôle d'accès, etc., etc. Donc, on intervient soit sur une mission très ponctuelle ou sur juste la fourniture d'équipement, soit sur du suivi du conseil, soit sur la gestion de projets dans l'intégralité. Et on le fait depuis de nombreuses années. Moi, auparavant, pour ceux qui ne savent pas, j'étais manager commercial du groupe Nextalis. Donc, c'est le groupe qui avait créé les enseignes Amazonia, Gigajim et White Club. J'ai quitté le groupe en 2014 quand on avait 194 clubs à l'époque. Et le groupe a été vendu par la suite en 2018 de tête, 2018 ou 2019 à l'appart, 2018 à l'appart, qui a repris et transformé tout en club l'appart. Donc, tout ça pour dire que je répondrai à l'ensemble de vos questions, bien entendu, à l'issue de ce webinaire. Je ne vais pas parler beaucoup, parce que j'aime bien quand il y a de l'interaction. Lors de nos échanges avec Stéphane concernant ce webinaire, on a évoqué plusieurs sujets possibles. Pour moi, il y a un seul sujet, c'est un sujet que j'ai déjà traité avec Radical Fitness, c'est la cohérence. C'est-à-dire la cohérence entre votre concept, votre lieu d'implantation, l'offre, etc., etc. Et à ce titre, on a décidé, Stéphane et moi, de mettre en avant un peu, cette fois dans ce cadre de la cohérence, la différenciation des concepts en fonction des lieux d'implantation. Parce qu'il est très important de comprendre aujourd'hui qu'en fonction de là où vous allez implanter votre club, de la zone dans laquelle vous allez implanter votre club ou dans la zone dans laquelle vous êtes déjà, puisqu'on ne s'adresse pas forcément à une population ou à des entrepreneurs qui veulent monter un autre club. Ça peut être juste une piste de réflexion par rapport à votre adaptabilité au marché et à votre situation et géographique et financière et conceptuelle. On s'aperçoit qu'il y a des grosses différences par rapport à l'évolution du marché. Donc, tout simplement, on voit qu'aujourd'hui, on a différentes zones d'implantation possibles et vous êtes tous, exploitants de salles de sport, dans des zones qui sont différentes. Et ces zones différentes, en fait, vont amener un besoin de concepts différents de par plusieurs facteurs. Ça va être le facteur surface,
Parce qu'en hyper-centre-ville, on va avoir des surfaces différentes, en banlieue, en zone périurbaine, etc., etc. Puis après, il y a le facteur donc, surface, le concept, l'attente, la concurrence, bien entendu. Donc, on va commencer par une première zone qui est les centres-villes. Donc, les centres-villes, ce qu'il faut bien discerner dans ces différentes zones, c'est quand vous êtes en hypercentre, en centre-ville, on est dans des zones composées de personnes qui travaillent sur place et également de résidents. Mais démographiquement et économiquement parlant, on sait que les personnes résidant en hypercentre-ville, alors on met à part ce qui va être les petits villages, etc., etc., mais dans les centres-villes d'agglomération, dans les centres-villes, on a un niveau de résidents avec un niveau social un peu plus élevé, un niveau économique un peu plus élevé. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, on sait que dans un centre-ville, on va avoir deux types de populations, les gens qui travaillent et les gens qui résident. Mais on sait également qu'il y a beaucoup d'offres fitness dans un hypercentre. On a le centre de Lyon, le centre de Paris, le centre de Bordeaux, le centre de Marseille, le centre de Brest, etc. On a forcément une multitude d'offres qui sont différentes. De ce fait, vous avez une obligation de vous différencier. Parce qu'offrir, dans la majorité des cas, un club généraliste en centre-ville, c'est très compliqué économiquement, sauf exception, on est d'accord, mais c'est très compliqué de faire en sorte de rentabiliser les mètres carrés. Parce qu'un club généraliste va demander plus de surface, de manière à pouvoir avoir le plateau musculation, le plateau cardio-training, la zone de cross-training maintenant ou crossfit, la salle de RPM, la salle de cours collectif, l'espace détente, l'accueil. Donc, on a besoin d'une surface un peu plus importante. Et en centre-ville, on sait que les loyers, en fonction des villes, bien entendu, vont être un peu plus élevés et donc vont obligatoirement dans votre business model impacter votre nécessité de résultat au mètre carré, qui va être plus importante. Donc, si on met ça, plus le fait qu'il y a beaucoup de concurrence dans le centre-ville parce qu'il y a une concentration humaine un peu plus importante, il est très important de se différencier. Se différencier, c'est quoi et comment ça se manifeste? Alors, toute exception mise à part, ça se manifeste par la spécialisation. La spécialisation ce qu'on voit depuis, on en parle depuis 5-10 ans, des boutiques gym, la spécialisation des concepts qui vont faire que vous allez toucher une partie de votre cible, une cible, et cette cible va venir chez vous parce que vous offrez le service dédié. Ça peut être un studio de cycling. Là, j'étais avec des clientes, une cliente de Dubaï la semaine dernière qui vient et qui importe en France des studios de cycling. Et elle ne cherche pas à tout faire. Elle dit, moi, mon métier, c'est de faire du cycling. Et ça induit quoi? Ça induit tout simplement qu'elle va être en hyper-centre-ville, pas loin des quartiers d'affaires en général. Elle va quand même avoir du résident de centre-ville qui a un peu de moyens. Parce qu'un boutique gym, on vend plus cher en moyenne les abonnements que dans une salle de sport généraliste. Elle est hyper spécialisée. Elle a besoin d'une surface plus réduite qu'un club généraliste, qu'un club qui offre toutes les activités. Et de ce fait, en fait, elle va automatiquement et mécaniquement, c'est des maths, avoir une rentabilité au mètre carré qui sera plus importante. Et je pense qu'elle a raison. Mais le lieu d'implantation va être important, bien entendu. Mais ça peut être un studio de cycling, ça peut être un studio CrossFit, ça peut être un studio spécialisé dans les cours-co, ou qui est que du cours-co, ça peut être différentes choses. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que de manière générale, avoir un club qui veut tout offrir quand on est en hypercentre, ça pose des questions économiques importantes et il faut bien étudier le business model et le business plan, bien entendu. Ensuite, on va avoir d'autres zones. On fait rapidement et après, bien sûr, je répondrai à l'ensemble de vos questions. Dans les autres zones, on va pouvoir parler des banlieues. Donc, la banlieue, on est sur un espace résidentiel qui sert à loger les personnes qui travaillent en centre-ville. Ça, c'est la définition très générique. Les personnes qui travaillent en périphérie. Là, il y a moins d'offres fitness parce qu'il y a moins de densité au mètre carré, il y a moins de locaux, il y a moins d'humains au mètre carré en même temps. Voilà, excuse-moi. C'est bon. Il y a moins d'humains en même temps. Et du coup, on peut avoir, ayant moins de concurrence, des concepts plus larges. Et là, on peut rentrer sur quelque chose d'un peu plus généraliste parce qu'il va falloir répondre à une densité de personnes moins importante et donc, du coup, avec un potentiel d'envie de faire que du cycling ou que du crossfit ou que si qui est amoindri, qui est un peu réduit. C'est mécanique aussi. Donc, du coup, on va avoir des surfaces qui sont un peu plus élevées, car un peu moins chères qu'en hypercentre, bien entendu. Du moins, je vous conseille.
de négocier en ce sens-là. Et on va accueillir du résidentiel qui, en plus, par rapport à la situation actuelle et à devenir, va aller moins en centre-ville à cause ou grâce au télétravail. Donc, cette population-là de banlieue et l'implantation d'un club en banlieue permet moins des spécificités techniques, des spécificités de concept qu'en centre-ville, bien entendu. Ensuite, on va pouvoir aller sur une troisième zone qui va être la couronne périurbaine. Donc, cette couronne périurbaine, en général, elle est un peu espacée du centre-ville. Elle sert aux activités industrielles, au transport et aux grands pôles commerciaux. C'est là où on va retrouver les Ikea, Fly, etc., etc. En général, c'est de la zone périurbaine. C'est que sur un secteur géographique précis dans les villes, sauf extra grandes villes. À Lyon, par exemple, c'est dans l'Est lyonnais. L'Ouest est plus résidentiel et l'Est va plus être avec des grosses surfaces comme ceci. Et dans chaque ville, en fait, on a toute une portion autour d'une ville. Alors souvent, c'est à l'Est, je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent comme ça, on retrouve, où on va avoir des grosses surfaces, des entrepôts, des gros magasins, des pôles commerciaux. Alors ça, c'est bien, parce que ça draine beaucoup de monde. Il y a du monde qui travaille, et ça draine du monde pour les commerces. Mais c'est souvent un piège aussi. Pourquoi ? Parce que le flux de clients est important le week-end et la semaine pour les gens qui travaillent dans la zone. Mais là, il faut vraiment chiffrer. Ça peut marcher et ça fonctionne pour beaucoup de clubs. Hein. Il faut vraiment chiffrer et faire une étude encore plus précise que sur les autres zones parce qu'il faut voir si le potentiel de travailleurs sur la semaine va pouvoir apporter un flux client suffisant pour pouvoir rentabiliser votre club. Et ça, dans ces cas-là, si ce n'est pas le cas, il va falloir trouver comment soit réduire la surface de votre club, soit l'exploiter d'une manière différente en créant encore plus de revenus indirects pour rentabiliser toujours cette surface-là. Là, on vient de faire les 3 zones, on va dire, les 3 qui sont les plus générales. Bien entendu, vous êtes déjà implanté dans des zones. Vous avez déjà un club en activité. Certains, comme Yvan, va bientôt ouvrir son club. Bravo. Dans le contexte actuel, c'est une belle aventure et c'est très bien, mais c'est un projet qui est mûrement réfléchi de mémoire. Et là, il faut, vous, pour les clubs existants, ou même pour Yvan, il faut vraiment réfléchir. Il n'est jamais trop tard pour se remettre en question, pour regarder les chiffres en face et pour se dire, voilà, moi, j'ai mon club à tel endroit, j'ai fait tel chiffre d'affaires. Là, on arrive au 31, le 31 décembre est passé, donc vous allez tous attendre vos bilans pour ceux qui clôturent au 31 décembre, c'est-à-dire 87% des sociétés. Et à partir de ce moment-là, il est logique, et c'est un devoir pour un chef d'entreprise, d'étudier son bilan d'une manière très précise et de se dire, maintenant, il faut que je m'adapte. Tout le monde dit depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, de plus en plus, il faut s'adapter, le marché a évolué. Le marché, il évolue en permanence. Mais comme le marché de la cafetière, avant, on n'aurait jamais vendu une cafetière qui faisait des meubles comme Espresso fait. Tous les marchés évoluent. Le nôtre évolue beaucoup parce qu'il était un peu en retard. Maintenant, il faut avoir le courage, l'envie et le temps, il faut le prendre impérativement, de regarder son bilan et de se dire, voilà, mon club, est-ce qu'il est rentable ou pas ? Est-ce que mon club est rentable au mètre carré ? Est-ce que là, vous savez, vous, quelle est la rentabilité au mètre carré de votre salle de sport ? Oui, non. En général, je vois beaucoup d'exploitants de salles de sport ou de complexes sportifs. Il y en a très, très peu qui connaissent la rentabilité au mètre carré de leur espace. Il y en a très, très peu qui ont une idée précise des zones du club qui sont rentables et pas rentables. Parce que le club peut être pas trop rentable au mètre carré ou une rentabilité moyenne, mais en fait qui est faite par certaines zones très rentables et certaines zones peu rentables. Et ça demande une analyse. On discutait tout à l'heure avec Stéphane, on échange très régulièrement. Et en fait, la grosse problématique, entre guillemets, de notre milieu, c'est que peu de gens considèrent vraiment, ou alors ils le disent, mais il ne faut pas le travailler en ce sens-là, qu'une salle de sport, c'est un centre de profit. C'est une société. C'est une société qui vend du loisir, mais c'est une société qui doit être considérée comme une société.
avec des investissements raisonnés, en adéquation avec une politique de développement, avec une visibilité sur 2, 3, 4, 5 ans, un business model, un business plan. Le business plan doit être revu régulièrement. Donc, ce n'est pas juste au début, quand on va créer sa société, on va le donner au banquier en disant, tenez, ça c'est le business plan. Non, il faut revoir son business plan. Il faut l'adapter. Parce que ça va être la ligne conductrice de vos investissements, de vos éventuelles modifications ou évolutions de concept, de tout ce que j'ai évoqué lors du webinaire sur la cohérence, qui date, je crois d'ailleurs, de janvier 2021. Donc, vous pourrez le retrouver avec Radical Fitness ou sur notre site internet. C'est une question de cohérence et c'est une question de pérennité de votre entreprise ou de vos entreprises si vous avez plusieurs clubs. Il y a des clubs qu'on connaît qui ont ouvert dans les années 80-90 qui continuent à fonctionner. Pourquoi ? Parce que la direction de ces clubs-là, les décideurs, prennent du recul, s'adaptent et apportent une vraie valeur ajoutée, qu'elle soit humaine, technique, logistique, conceptuelle, etc. Mais parce qu'il y a une vraie remise en question. Sinon, on connaît tous des clubs qui ont fermé. Pourquoi ? Parce que les exploitants étaient persuadés d'avoir la bonne recette, la bonne solution. Ils disent, moi, de toute façon, je ne ferai jamais comme ça parce que moi, j'aime faire ça. Mais aimer faire ça, ça ne veut pas dire que c'est adapté à la zone de chalandise, à la clientèle potentielle et à la concurrence, tout simplement. Plutôt que de copier la concurrence, il vaut mieux se différencier. Et pour se différencier, il faut d'abord étudier la concurrence, sa zone de chalandise, sa zone d'implantation, les charges de son loyer, de son local. Et à partir de tout ça, faire une synthèse et dire, voilà, maintenant on prend des décisions. Pas à la va-vite, on y réfléchit, mais on prend des décisions. Il en va de la pérennité des entreprises, mais ce que je dis là, ce n'est pas une révolution, c'est ce qui doit être fait dans toutes les entreprises de tout bon appétit. Ça doit être fait dans tous les domaines de chaque chef d'entreprise, quel que soit son domaine d'activité, son chiffre d'affaires, etc., a une vision. Et cette vision, elle ne se fait pas du jour pour le lendemain en disant, tiens, j'ai vu les infos ce matin sur BFM TV, ils me demandent la 4e dose, donc du coup, ça va être le bordel, etc. Oui, ils demandent la 4e dose bientôt, ça va être le bordel. Mais on le sait déjà et ça l'est déjà. Donc, il faut savoir s'adapter à tout ça et avancer de manière à pouvoir, vous, avoir une vision et vous projeter. C'est très, très, très important. Vous voyez, nous, par rapport au concept et aux zones d'implantation, je peux vous en parler vraiment super facilement parce que, comme je vous disais, j'étais directeur technique de Nextalis, qui était vendu à l'appart. Enfin, les enseignes ont été vendues à l'appart. Donc, Amazonia, Gigagym et White Club, 3 concepts qui avaient été développés par Nextalis, ont été vendus au groupe Lapart, je vous dis, en 2018, etc. C'était 3 concepts qui étaient différents, mais qui dépendaient de zones d'implantation différentes, de business models différents, de grilles tarifaires différents et de services différents pour la clientèle. Et qui étaient faits pour répondre, à l'époque où ça a été créé, chaque concept, pour répondre à un besoin spécifique en fonction de la concurrence qui était en place. Après, petit à petit, ça a évolué. Moi, je vous dis, je suis parti en 2014 à l'apogée, entre guillemets. Alors, attention, c'est pas parce que je suis parti que ça s'est cassé la gueule, parce que ça ne s'est pas vraiment cassé la gueule. Et puis c'est pas, on ne peut pas résumer ça à ça, bien entendu. Mais s'il y a eu ce succès-là à ce moment-là, c'est justement parce que c'était géré comme des entreprises. Et pas juste comme des salles de sport en disant, tiens, je suis un passionné, je vais faire ma salle de sport, et puis mes potes vont venir s'entraîner, et puis ci, et puis ça. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vous propose, et ce que j'avais dit à Stéphane, c'est que vous puissiez me poser toutes les questions que vous voulez, de manière à ce que je puisse y répondre, alors que ce soit sur les zones d'implantation, que ce soit sur n'importe quoi concernant votre établissement. On n'est pas nombreux, il faut en profiter. Allez-y, posez des questions et moi, j'y répondrai avec plaisir de manière, ceux qui ont déjà échangé avec moi savent que je suis relativement franc, enfin même plutôt très franc, et que je réponds et puis on pourra poursuivre après, si vous le souhaitez, après la réunion de manière plus privée. Super. Stéphane ? On y va ? Allez, qui se lance ? Loïc, je vois que tu as ton micro ouvert. Ouais. Question. Oui, je veux bien. Vas-y. On entend bien, oui. Très bien. Ok, merci. Effectivement, moi, sur ces 3 sites, d'implantation, je ne sais pas où me situer. Moi, j'ai un complexe sportif dans lequel j'ai une activité fitness enfin, muscu et fitness, mais pas que. On fait aussi du tennis, du paddle, de la natation, du squash, etc. Et on est une commune de 10 000 habitants. Voilà, dans ce complexe. On a
on a des actifs, mais ils ne travaillent pas. Non, ils ne travaillent pas. On n'a pas un bassin d'emploi très important. Voilà, donc on a une autre zone on a plutôt une clientèle, de résidents retraités, beaucoup. Quelques actifs, mais qui logent, qui n'habitent pas sur Saint-Cyprien, mais qui sont plutôt sur la périphérie, sur Perpignan, à une demi-heure du centre. Donc je ne me retrouve pas ni dans le centre-ville, ni dans la banlieue, ni dans la couronne périurbaine. Alors, là, dans ces cas-là, on va appeler des concept. Pardon, vas-y. Donc, savoir, vous, comment vous modélisez ce type d'implantation. Alors, les trois typologies de zones sont, comme je disais, très générales. Et effectivement, il y a des différences en fonction des implantations. Là, on peut considérer que c'est un peu comme une communauté de communes. Donc, pas mal de petites communes qui sont en banlieue, plus ou moins proches de Perpignan, si je comprends bien. Et là, dans ces cas-là, c'est ce qui laisse l'opportunité de faire un concept avec un pôle de loisirs. J'avais avoir tendance à appeler ça comme ça, où il y a de la muscu, du fitness, du paddle, de la natation, etc. Ce qui nécessite une grosse surface. Et ça, ce ne serait pas possible en zone urbaine. C'est-à-dire, dans le centre de Perpignan, faire ça, au niveau financier, ce serait quasiment impossible, je pense. Donc, on est plus dans une type communauté de communes, donc grosse surface en périphérie de la grande ville. Et effectivement, ce concept-là ne serait pas possible dans un autre contexte, parce qu'économiquement, je pense que les loyers d'une surface comme ça, vous devez avoir 1200, 1500 ou 2000 mètres carrés quand même, je pense. 5000 mètres carrés. Ouais, j'en étais loin. Et 5000 mètres carrés en zone urbaine, c'est impossible. En zone périurbaine, type centres commerciaux, etc., on rentre dans des loyers qui sont très importants. Et là, dans les communautés de communes, l'idée, c'est de vraiment draguer tous les prospects des communes aux alentours et les gens qui passent par la commune pour rentrer chez eux. Effectivement, donc c'est une manière de travailler qui est différente. C'est une manière de travailler qui offre un avantage certain, c'est-à-dire qu'en général, il y a peu de concurrence. C'est-à-dire que je pense qu'à 5 minutes de votre pôle, il doit y avoir peu de concurrence. Il n'y a pas de concurrence sur le départ. Voilà. Sur le concept base de loisirs, si on considère l'ensemble. Bien sûr, mais du coup, c'est ce qui fait la force, c'est de se dire que c'est un pôle loisir. Donc, les gens peuvent même venir passer une journée entière et avoir des activités différentes. Donc, au niveau communication, au niveau grille tarifaire, au niveau animation, rentabilité, activité, événements, etc., c'est un travail qui est totalement différent d'une salle de sport traditionnelle et qui demande une étude et une expertise, effectivement, qui est particulière. Mais ça offre beaucoup, beaucoup de possibilités. Bien entendu, le pass sanitaire et les éventuelles jauges, je ne pense pas que vous y soyez soumis, vous, là, en ce moment, mais sont un frein. Mais du coup, il faut parler de l'ensemble. Il faut aller sur une communication liée à un centre de loisirs, passer une journée entière. Les gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances loin ou qui ne veulent pas partir en vacances loin, mais qui veulent quand même offrir des moments de détente aussi, ou des moments un peu extraordinaires à leur famille, leurs enfants, leur ci, leur ça, c'est le lieu idéal. C'est pas loin et ça offre un panel d'activités qui est assez sympa. Donc, au niveau, par contre, de tout ce qui va être rentabilité au mètre carré, là, il faut l'isoler secteur par secteur. Il faut regarder. C'est ça, en fait. Hein, sur le contexte, sur le concept général de la base de loisirs, on a évoqué, c'est notre positionnement d'ailleurs. Hein. Après, on a quand même des concepts spécifiques sur chaque activité, notamment là, en l'occurrence, le fitness et muscu. Qui ont du mal à se situer dans cet ensemble. On pourra, si vous le souhaitez, à l'issue, vous pouvez me contacter. Si vous voulez qu'on échange un peu plus profondément sur des problématiques éventuelles liées à l'exploitation de votre pôle, et en l'occurrence du pôle fitness dans ce grand pôle, ou alors du pôle de manière générale, on pourra éventuellement en discuter de manière plus précise. Ça, il n'y a aucun souci. Mais vous faites partie du pôle, on va dire, de communauté de communes, où là, effectivement, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Maintenant, il faut savoir valoriser ça et savoir communiquer en ce sens-là. Est-ce que vous aviez une question particulière par rapport à cette exploitation ? Loïc ? Non ? Loïc, le micro est coupé. Voilà, là, il est réouvert. Non, je te remercie. On se contactera. Avec grand plaisir. J'aurai mes coordonnées. Je vais les mettre maintenant. Ouais, dans la messagerie. Ouais, je pense qu'effectivement, là, il faut prendre un petit peu plus de temps et puis
en dehors du webinaire consacré. C'est ça, là. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a des éléments, a des questions? N'hésitez pas, alors que ce soit sur le positionnement. Ouais, allez-y. On est là vraiment pour ça et pour vous. Hein. Samuel, Daniel, Yvan, avez-vous une question? N'hésitez pas à ouvrir au micro, c'est très convivial. Même si vous pensez dire une bêtise, on ne pose jamais de questions à côté. Ça peut toujours apporter à vous-même. Allez, Daniel, c'est parti. Moi, je suis dans une zone où il y a beaucoup, dans une commune de 10 000 habitants, où il y a 2 salles qu'on appelle ça, associatives de la même commune. Je suis dans une des communes les plus associatives de France. Et aujourd'hui, on a du mal à se situer au niveau tarification. Donc là, on est un peu… voilà, bon, l'emplacement, j'ai bien compris, j'ai bien écouté, l'emplacement est important. La différenciation, le ciblage, j'ai bien compris également. Sauf que par rapport à des associations qui, eux, n'ont aucun coût, hein, parce que mon premier métier, je suis formateur en gestion prévisionnelle, donc les chiffres, ça me parle. Mais là, franchement, j'ai du mal à me cibler par rapport à un produit proposé et par rapport aussi à la concurrence qui propose sensiblement la même chose que moi, avec du matériel un petit peu plus ancien, mais pratiquement la même chose, avec une antériorité encore plus importante. Et par contre, au niveau tarification, ils sont à 100 balles l'année. Alors, pour toute société indépendante, comme vous le rappeliez, on parle de rentabilité, on ne parle pas uniquement de plaisir. Voilà, le plaisir, si on a les moyens de se faire plaisir, tant mieux. Mais on parle de rentabilité, de seuil de rentabilité, de points morts, enfin tous les mots que vous connaissez. Hein. Et aujourd'hui, valeur indépendant, franchisé, j'ai du mal aujourd'hui à me poser, quoi. D'accord. Alors, première question, vous êtes franchisé ou indépendant? Je suis franchisé. De quelle enseigne? Enfin, à moins que vous ne vouliez pas le dire là. Vous pouvez. Non, Orange Bleu, c'est pas grave. Okay. Non, il y a Samuel qui est là, que je connais, enfin je connais de nom. Donc j'ai pas. Non, je suis. Salut Samuel. Lui, il ne peut pas le cacher, c'est marqué derrière. Ouais, en plus c'est marqué en gros. Mais non, mais je suis franchisé aujourd'hui. Mais avec le recul et la pandémie, voilà. Alors, ce que je pourrais dire, déjà, vous avez, bien sûr, c'est dur. Il y a 2 phénomènes. Le premier, c'est effectivement, vous avez tout à fait raison, il faut utiliser les bons termes et parler des bons indicateurs. Et on entend trop souvent, alors un terme que vous n'avez pas employé là, mais on entend trop souvent parler de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. C'est la rentabilité, ce qui reste à la fin. Mais moi, je connais plein de salles qui se gargarisent d'avoir un gros chiffre d'affaires. Sauf que derrière, ils ne gagnent rien à la fin. Le deuxième point important, c'est que c'est partie du réseau l'Orange Bleu. J'ai absolument rien contre l'Orange Bleu, c'est une super grosse réussite, c'est super bien, c'est une belle réussite, mais ça répond à certains besoins de certaines personnes en fonction de certains emplacements. Et le business model de l'Orange Bleu, il a toujours été intéressant et a toujours été aussi sur le fait de prendre des locaux, des zones d'implantation qui ne soient pas des premiers rideaux, qui ne soient pas forcément dans des centres-villes, bien entendu, etc., de manière à avoir des coûts immobiliers et locatifs qui soient inférieurs à la moyenne des salles de sport de manière traditionnelle pour optimiser la rentabilité de l'établissement. Si on enlève le fait que vous soyez franchisé l'Orange Bleu, d'accord, on va mettre ça de côté parce qu'après, on rentre dans des paramètres qu'on pourra évoquer si vous le souhaitez en dehors. Mon but, c'est pas de vous faire sortir de l'Orange Bleu, absolument pas. Si vous souhaitez, on vous expliquera, mais ce n'est pas du tout le cas. Enfin, ce n'est pas la volonté. Si on enlève ce paramètre-là, ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez 2 assos à côté de vous. Les associations ont, à juste titre, comme vous le rappeliez, des coûts très faibles. Donc, on est de l'ordre, effectivement, d'une centaine d'euros, et ça, c'est général en France, une centaine d'euros par an. Donc, les gens se disent, moi, j'ai accès à une salle de sport pour 100 euros par an. Maintenant, vous dites que vous faites sensiblement la même chose. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser la bonne question. Le paramètre le plus important, et qu'il faut bien avoir en place, c'est que, comme vous l'avez dit, ils ont un matériel plus ancien. Donc, si je dis ça, ce n'est pas pour vous dire
dans ces cas-là, il faut que vous achetiez encore du matériel plus récent pour faire un différentiel, matériel ancien, matériel récent. Parce que dans votre typologie géographique, les gens n'auront rien à faire. Par contre, enfin, c'est peu important. Par contre, ce qu'il faut faire… Je peux rebondir sur une de vos… Alors, je me suis mal exprimé. Ce n'est pas moi qui fais sensiblement la même chose qu'eux, c'est eux qui réussissent à faire la même chose que moi. C'est encore plus grave, parce que bien entendu, on a essayé de se différencier, mais eux, ils proposent des cours cardio, ils ont une trentaine de cours parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils n'ont aucun coût. Moi, je suis trésorier d'une association dans la même ville. Je sais de quelle manière ils peuvent avoir d'énormes subventions et du coup ne rien payer. Donc du coup, le principe d'une association, c'est d'être à zéro. Hein. C'est surtout pas en perdre, c'est surtout pas en gagner, parce que sinon on n'a pas les budgets. Donc c'est clair. Hein. Donc il faut savoir dépenser intelligemment dans une association. Donc eux, ils dépensent tout. Ben oui, donc moi, j'essaie effectivement, et j'ai vraiment un but, et c'est pour ça que je vous écoute avec attention, c'est vraiment de me différencier. Quoi. Et ils vous scrutent, parce que c'est leur job de vous scruter pour justement, eux, pérenniser cette histoire d'association et pas gagner, mais pas perdre d'argent. Donc, se différencier, c'est une chose, ça demanderait d'avoir une conversation un peu plus approfondie. Donc, je vous invite après à nous contacter directement et puis on prend ça. Mais dans l'idée, c'est soit, il y a deux grosses solutions, mais comme ça, de prime abord, on étudiera ça plus précisément. Il y a deux grosses solutions. La première, c'est de se différencier totalement, en arrêtant de proposer ce que vous proposez. C'est-à-dire en arrêtant de faire muscu, cardio, cours collectifs, etc. et en se spécialisant. Vous allez vous séparer d'une partie de votre clientèle, forcément, mais vous allez en gagner d'autres. C'est une possibilité, dans ce cas-là, qui peut être intéressante, mais qui correspond en général plus au centre-ville, comme je disais juste avant. Donc ça, c'est à regarder par rapport à un contexte global. Et la deuxième possibilité, c'est de mettre comme point le plus important de votre prestation l'expérience client et de modifier certains points qui souvent paraissent insignifiants, mais qui vont vous permettre d'avoir une expérience client qui soit très différente et qui soit plus satisfaisante. Et là, dans ces cas-là, on a tous été en face de situations où on a payé plus cher à un endroit qu'à un autre. Pourquoi ? Parce que l'expérience qu'on a vécue était meilleure. Moi, je connais plein de gens, pour vous donner un exemple basique, il y a des clients qui vont chez un coiffeur, par exemple. Il y en a qui vont payer 29 € la coupe homme, alors que, bon, Ahmed, il ne paye pas grand-chose, je pense que tu le fais lui-même, mais il y en a qui vont aller payer 29 € la coupe homme, et il y en a qui vont payer 14 €, alors qu'on leur coupe les cheveux pareil. Mais le salon est plus agréable, l'accueil, la manière de parler des gens, le petit café, le petit ci, le petit ça, est plus agréable. Deuxième exemple, un peu plus cher, les voitures. C'est l'expérience client dans la conduite qui fait qu'on achète une voiture chère ou pas chère. Parce que qu'on achète une Dacia ou qu'on achète une BMW ou qu'on achète une Maserati, c'est un tas de ferraille avec 4 roues, un volant, un moteur. Hein. Et c'est un moyen de locomotion qui va du point A au point B. Sauf qu'on choisit le confort dans lequel on veut aller du point A au point B. C'est aussi simple que ça, si on revient vraiment à la base. Et donc, il faut revenir à cette base-là. Il y a peut-être des choses qui sont possibles de faire. Un autre exemple concernant le fitness, je connais un club qui a été vendu il y a peu de temps, un club qui était assez haut de gamme dans la banlieue lyonnaise, avec une expérience client très travaillée dans le détail, mais avec des détails qui paraissent insignifiants pour les gens, parce qu'ils ne s'en rendent même plus compte. Et le club a été vendu à quelqu'un qui voulait garder cette expérience client, ce côté un peu différenciant, avec des abonnements qui allaient de 59 à 220 € par mois, avec différents types de prestations. Ben, la personne qui a racheté a dit « Moi, je veux parce que ce club, il a ces prestations-là et du coup, ça fait, nous, on aime bien. Puis en plus, il était très joli et tout. » Sauf que les clients, une fois que ça a été racheté, petit à petit, sont partis. Parce que sans faire attention, le nouveau, qui pensait que c'était simple, ne faisait plus attention à une petite chose. Le ménage était un tout petit peu moins bien fait. Il n'y avait pas la petite attention au bon moment. Il n'y avait pas la même façon de parler. Il n'y avait pas le même bonjour à l'accueil. Il n'y avait pas la même prestation. Le contexte global qui faisait que ça valait ce prix-là et que les gens étaient prêts à payer ce prix-là et le payaient sans regarder. Du moment où ça décline ou alors où ça varie légèrement, là, les gens vont se dire « Mais attends, mais au fait, je paye quand même vachement plus cher qu'à côté. Puis maintenant, c'est moins bien. Donc, à côté où c'est moins bien de toute façon, je paierai moins cher et je vais là-bas. » Vous voyez ce que je veux dire ? L'expérience client, elle est hyper importante et elle n'est pas négligée parce que l'expérience client, elle ne se résume pas à « je fais de la muscu, des cours collectifs, du cross-training, j'ai mis du matériel que j'ai payé cher ». Ça ne se résume pas à ça.
L'expérience client, ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est le contexte. Et ce qu'on vit avec l'expérience client, c'est la manière dont on ressent émotionnellement les choses entre le moment où où on regarde le club à l'extérieur, on rentre dans le club et jusqu'au moment où on va dans le vestiaire, on se change et on repart. C'est toute la gestion émotionnelle pendant ce laps de temps, c'est ça l'expérience client. Et beaucoup de gens se trompent et pensent que l'expérience client, c'est le beau plateau de muscu, le beau plateau de cardio, etc. C'est pas ça l'expérience client. Ça, c'est les outils qu'on met en place pour qu'ils vivent une expérience client. Et c'est cette petite dissociation de réflexion, elle fait toute la différence. C'est l'expérience humaine, quoi. Ben oui, c'est le ressenti, c'est l'émotionnel. Vous êtes déjà, vous allez dans des endroits, Daniel, où vous payez cher, plus cher qu'ailleurs. On est tous passés par là. Et on le vit tous au jour le jour, enfin au quotidien quasiment. Je ne dis pas qu'on achète ce qu'il y a de plus cher, mais il y a certaines choses où on se dit, bah là, je paye un peu plus cher, mais je sais pourquoi. Ou alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je ne changerai pas. C'est parce que c'est dans l'émotionnel. Voilà. Exactement. On pourra parler de ça si vous voulez, avec grand plaisir. Ok, merci. Je vous en prie. Super. Un autre intervenant? Ahmed, tu veux poser une question de ton lointain pays ou Samuel, qui est aussi à l'Orange Bleu, peut partager l'échange de Daniel? Allez, Samuel, ouvre ton micro. Alors, je veux bien intervenir. Alors, en fait, moi, c'est un peu particulier parce que tout simplement, je vais quitter la licence de marque l'Orange Bleu. Ça a été acté et les courriers sont partis depuis quelques mois et moi, je quitte la franchise à la fin de l'année. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est comment me positionner par rapport… Alors, moi, je suis dans une zone, je n'ai pas trop de concurrence, hein, j'ai une petite association et j'ai une toute petite salle de cross-training. Je suis sur Gérardmer. Donc, Gérardmer, c'est une des villes les plus touristiques de France et à la fois, c'est une toute petite ville de 8-9 000 habitants. Et pour dire, face à la crise du Covid, je n'ai pas perdu d'adhérents et je suis même, au niveau de mes actifs, je suis remonté. Et au niveau des chiffres, je suis tout bon. Ce qui m'interpelle pour quitter la licence de marque, c'est comment je vais me positionner et retravailler un marketing mixte. C'est-à-dire, moi, j'estime sur l'Orange Bleu qu'on n'est pas, par rapport au prix, et par rapport au service qu'on propose, on n'est pas en adéquation, en fait. Justement, j'aimerais travailler là-dessus, c'est repositionner les prix, être un club un peu plus rentable, bien qu'on soit déjà rentable, mais c'est retravailler là-dessus. D'accord. Donc, on n'est pas là pour faire le procès de l'Orange Bleu, bien entendu, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Si l'Orange Bleu n'était pas bien, ils n'auraient pas ce succès-là et ce nombre de franchisés. Mais comme toute franchise… Ça bien vendre les zones. C'est des bons vendeurs de zones. le groupe l'Orange Bleu, moi, je connais bien les franchises, comme je disais. Je veux juste rebondir sur le fait que je quitte également l'Orange Bleu. Pour des raisons… après, avec Samuel… Daniel, ils en retrouvent d'autres. Comment? Pas d'inquiétude, ils en retrouvent d'autres. Oui, non, mais je ne suis pas inquiet pour eux. Hein. Je suis plus inquiet pour moi que pour eux. Hein. Mais voilà, Ah oui, j'ai aussi… J'ai aussi voilà, ce désir-là et c'est acté également. Je ne l'ai pas encore informé à pas mal de personnes, mais parce qu'effectivement, je me retrouve plus avec le temps, justement sur le positionnement financier, ce que tu dis, Samuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit tout simplement qu'il ne faut pas augmenter les prix, voire même les baisser. C'est ça. Et aujourd'hui, nous, on ne peut pas apporter une expérience professionnelle pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, David. Tanguy, pardon, je ne sais pas. Tanguy, pardon. Il n'y a pas de U, c'est normal. Ouais. Et on ne peut pas, nous, continuer à se dire on brade nos prix, ce qui est le cas pratiquement, pour offrir de plus en plus de choses par du matériel, par de l'expérience professionnelle, par ce que fait Samuel, parce que moi je suis un ancien dirigeant d'un grand groupe qui s'appelle Sodexo, donc l'expérience professionnelle, ça me parle. Et aujourd'hui, voilà, on ne peut pas toujours tirer vers les prix vers le bas. On a besoin d'avoir une corrélation entre le prix et la prestation. Voilà. Et un ciblage, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Voilà, c'est des petites anecdotes. Comme tu disais, Daniel, par rapport aux associations, on propose à peu près le même service, mais différemment. Mais il faut une différenciation et, comme tu disais, Tanguy, apporter une expérience autre que ce que peut apporter les associations. Mais absolument, absolument. On essaye d'apporter, mais…
Pardon de mon intervention, ça va être un dialogue entre deux oranges bleues, c'est pas bon ça. Alors, pour tout vous dire, hein, je suis régulièrement consulté par les gens qui veulent quitter l'Orange Bleu, ou d'autres franchises, mais l'Orange Bleu beaucoup, mais c'est normal parce qu'il y a un nombre de personnes qui veulent quitter cette franchise parce qu'il y a beaucoup de clubs dans cette franchise. Et il y a un turnover qui se fait régulièrement. Bien sûr. Pour quelqu'un qui veut monter une salle de sport, le business model et la manière dont c'est vendu est attractif. Donc, c'est un succès, ça correspond à certaines personnes, c'est qualitatif dans certains aspects, ça l'est moins dans l'autre parce que ça ne peut pas plaire à tout le monde, etc. Pour tout vous dire, moi, ma façon de voir les choses, pas par rapport à l'Orange Bleu, mais de manière générale dans le business du fitness, comme je dis, ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans. J'étais l'interface entre franchiseurs et franchisés et je gérais à la fois les clubs propres de la franchise et je pouvais être amené à conseiller en termes d'équipement ou de stratégie les franchisés. Ma politique à moi, c'est de jamais baisser les prix, au contraire, c'est de les augmenter pour se différencier. D'augmenter le panier moyen, d'augmenter la marge. Et d'augmenter la marge, ce n'est pas juste dire on passe de 25 à 29 ou on passe de 29 à 35. Si vous regardez, les prix, c'est 19,90, 24,90, 29,90, 34,90. Ça va de 5 en 5. Les gens, ils n'osent pas monter de 15 euros. Mais je ne dis pas que c'est la recette miracle, hein, attention, parce qu'il faut que toute augmentation de prix soit justifiée. Parce que pour que les personnes s'y retrouvent dans l'expérience client, comme je vous le disais juste avant. Mais si on continue cette chasse à l'euro en baissant les prix pour faire du basic fit, du ci, du ça, ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le nombre de salles qu'on voit à la rentrée en disant les 2 premiers mois offerts ou à 1 euro ou à 9 euros, et après vous repassez à 24,90 ou à 34,90, moi je ne sais pas comment ils font, parce qu'ils doivent avoir des fonds illimités derrière, mais il vaut mieux vous remettre en question. La remise en question, elle ne se fait pas juste par on prend la grille de prix, elle est là, vous ne voyez pas de feuille ici, elle est là. On dit on enlève 5 euros, allez tiens, ça y est, on a fait notre politique de l'année parce que le contexte est compliqué. Non, c'est une introspection, c'est aller chercher au fond de vous, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie de mener mon club? Et dans ces cas-là, de vous donner les moyens de réfléchir, alors de prendre une aide extérieure comme on propose avec Intim Développement si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. C'est juste de se dire, voilà, on prend du recul, on a telle société, ok, elle est comme ça à l'heure actuelle. Je veux qu'elle soit où dans 2 ans? Et à la fin de l'année, ce sera déjà pas mal. Et puis après, dans 2 ans et dans 5 ans. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit rentable? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse justifier une hausse des prix? Quels changements sont à mener pour justifier cette hausse des prix qui ne va pas impacter économiquement autant que le chiffre d'affaires en fonction de la hausse de prix? C'est-à-dire qu'il faut faire des changements qui vont quand même dégager une rentabilité avec la hausse de prix. Il ne faut pas que ces changements coûtent la hausse de prix. Il y a beaucoup de choses à voir. Et effectivement, les personnes qui sont dans des franchises, gestionnaires qui sont dans des franchises où aujourd'hui on incite à baisser le prix, se disent mais attends, c'est compliqué parce que moi on me dit il faut que je baisse le prix, mais en même temps il faut offrir de plus en plus de choses, il faut investir dans de la com comme ça, investir dans ci comme ça, investir là-dedans comme ça, parce que ça a été décidé par la franchise, mais contextuellement, dans mon club, je ne me retrouve pas par rapport à la politique globale. Effectivement, là il y a une réflexion à avoir, mais ça demande du courage et ça ne se fait pas en 1 heure de réunion. C'est vraiment, vous, Daniel, qui êtes ancien chef d'entreprise de grosses boîtes, a priori, puis il y en a sûrement d'autres ici. Yvan, je sais qu'il a géré pas mal de choses aussi. Il faut se dire, OK, on pose les choses et on réfléchit et on se projette. Et après, une fois que ça c'est fait, on met en place la stratégie qui va nous mener à l'objectif concret et réalisable que l'on s'est fixé. C'est obligatoire. OK, Samuel? Moi, je suis convaincu là-dessus. Après, pour en revenir aux franchises en général, c'est que nous, comme il y a beaucoup de clubs, c'est fait en général. Donc, on ne va pas chercher dans le détail, ville par ville, parce que chaque zone de chalandise est différente et doit être traitée de manière différente pour, comme tu disais, Tanguy, chaque personne, chaque gérant de club a différents concurrents, a différentes associations, donc on doit s'adapter et on doit travailler un marketing mix qui soit en adéquation avec la zone de chalandise, tout simplement. C'est les forces et les faiblesses des gros franchiseurs, c'est-à-dire que la force, c'est une communication nationale, une image de marque nationale, etc. Et c'est aussi ce qu'ils vous vendent, à juste titre, parce que c'est vrai que ça a un impact.
mais ça a un impact à un certain temps. Et puis, ça a un impact pas sur toutes les implantations. Je ne parle pas que de l'orange bleue, là, du tout. Hein. C'est le principe de la franchise. Après, en fonction de là où vous êtes, bah, effectivement, il peut y avoir des spécificités. Mais à contrario, il y a des grandes règles instaurées par les franchises qui fonctionnent partout aussi. Mais il faut prendre les grandes règles et aussi aménager les spécificités. Et ce n'est pas forcément évident en fonction des contrats de franchise que vous avez, des relations que vous avez avec le franchiseur et de beaucoup de choses. Donc, ça demande, Samuel, effectivement, de se poser. Alors, si tu souhaites, on pourra t'aider là-dessus à te faire avancer dans ta réflexion et à t'apporter un éclairage différent, parce que quand on a la tête dans le guidon, ben, on n'a pas forcément les bons éclairages, ou on a besoin d'entendre aussi d'autres choses, ou de se faire poser des questions qui soit dérangent, soit auxquelles on n'avait pas pensé. Mais effectivement, c'est quelque chose d'important qui ne se décide pas en une heure, quoi, tout simplement. Donc, Samuel et Daniel, je vous ai mis les coordonnées de Oui, Tanguy je les ai notés. Voilà, super. Ok. Moi, ce que je vous propose, et c'est le but, c'est l'essence même des webinaires de Radical Fitness, c'est que vous mettre en relation avec des prestataires de qualité comme Tanguy, qui peuvent apporter vraiment un éclairage plus prononcé. Voilà. Alors, pour vous rassurer, chez Radical Fitness, on récupère aussi en ce moment, avec le Covid, des licenciés Orange Bleu aussi. Là, j'en ai signé encore 3 il n'y a pas longtemps là, sur Paris. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Est-ce une autre question, Yvan, toi, tu n'as pas encore ouvert. Est-ce que tu veux poser une question à Tanguy ou... Non, pas particulièrement. J'avais eu des échanges avec Tanguy qui m'ont énormément aidé pour avancer. Merci. Donc là, moi, j'ouvre mon club avec, comme vous le savez tous, maintenant, avec très peu de moyens. Et je n'ai pas pu me faire accompagner par qui que ce soit parce que moi, la peur que j'avais, c'est de pouvoir payer ce que je dois. Donc aujourd'hui, Matrix m'accompagne sur le matériel. Et justement, pour en revenir aux franchises, j'en ai passé 3, 4 pour voir s'il est possible de travailler avec eux. Bon, ils travaillent beaucoup sur le mass market, sur la masse et sur le nombre avec des petits prix. Et moi, j'ai choisi l'option d'être indépendant avec des prix un peu plus élevés et avec des produits additionnels, des packs de produits additionnels. Et je pense que les gens vont s'y retrouver. Il vaut mieux avoir 500 abonnés qui vont mettre 80 € dans le club ou 100 € en dépenses mensuelles, plus leur abonnement, que d'avoir 1000 à 19,90 qui ne pourront pas payer quoi que ce soit parce qu'ils n'en ont peut-être pas les moyens. Et je pense que dans les petites localités, comme j'ai vu, où on est tous à près de 10, 15, 20 000 habitants, on a une clientèle qui veut être bien dans son club avec des valeurs ajoutées vachement importantes, quoi. Et peu importe s'il y a un Basic Fit qui arrive avec du matos et tout, on s'en fout. L'important, c'est l'humain et puis d'avancer. Et je pense que c'est ce que les gens vont chercher. Tout à fait. Ce qui est important, et je te remercie, Yvan, du compliment concernant nos différents échanges. Ce qui est important, effectivement, dans la rentabilité, si on parle purement rentabilité de l'adhérent, c'est de se dire qu'aujourd'hui, un adhérent ne sera pas rentable juste par l'abonnement. Il est impératif aujourd'hui de dégager des revenus additionnels, des revenus complémentaires à travers du service, à travers du produit, à travers différentes choses. Et du coup, d'augmenter le panier moyen du club par adhérent. Et on se dit que ce n'est pas possible. Souvent, on se dit, mais non, déjà, ils ont du mal à payer 29 ou 39 ou 49, peu importe, et ils ne vont pas dépenser plus. Mais si vous proposez les bons services ou les bons produits au bon moment, pourquoi ils ne les prendraient pas chez vous plutôt que d'aller les chercher ailleurs? Si tout est au bon endroit en même temps, ils les prendront chez vous. Si les conseils des coachs ou la relation de confiance qui est instaurée avec les personnes à l'accueil ou les responsables du club ou les propriétaires du club est bien tissée, et ben, du coup, les personnes vous font confiance et ils achèteront. Du moment où vous n'êtes pas un voleur et que vous ne vendez pas du rêve, du moment où vous ne vendez pas un pot de prod de merde beaucoup plus cher que ce qu'il pourrait y avoir ailleurs, et que vous faites goûter, et que, je sais pas, vous faites du coaching privé, et que le coach dit, bah voilà, dans le cadre de l'atteinte des objectifs, il va falloir faire ça, 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 ce serait bien d'ajouter ça, 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 et que la relation est là, bah, les gens, ils vont payer. Moi, j'ai eu des clubs, à moi, j'ai instauré ça, je ne fais pas juste le conseiller, on l'a mis en place. Et on a des gens qui payaient 2 fois le prix de leur abonnement en prestations annexes, prestations et produits. Là,
pour prendre l'exemple de ce matin, là, j'ai passé un deal avec un ostéopathe parce que j'ai mis un cabinet pour un ostéopathe. Le gars, il va travailler chez moi 2 ou 3 fois dans la semaine, le soir, et avec des rendez-vous sur Doctolib. Mais le deal, c'est que, par exemple, pour le pack d'entrée à 80, 100, 150 euros, pack administratif d'entrée pour l'inscription au club, qui est beaucoup moins cher ailleurs, ben dans ce pack-là, il y aura une séance d'ostéopathie offerte. Ah oui. C'est-à-dire que tous les abonnés auront leur première. Après, c'est à l'ostéopathe de faire son boulot. Tu lui amènes du client et après, voilà. Ça, c'est des deals qui sont intéressants et le mec, il a été OK tout de suite. Enfin, moi, j'ai tendance à dire que c'est la base. Alors, pas forcément ostéopathe, ça peut être une séance de coaching privé, ça peut être ça. Et puis dire, on offre une séance de coaching privé, par exemple, à l'inscription. Commercialement, c'est génial parce qu'on dit on va vous mettre en main le club de manière personnalisée. Et puis, vous allez former votre coach. Parce que le coach, quand il va faire